Alors, je commence par, une petite remarque générale. Comment on trouve une solution particulière? Quelle est l'idée? Alors, par exemple, j'en prends une, hein, c'est toujours pareil, hein. Moi, j'aime bien parler, sur un exemple parce que je trouve que c'est plus concret. Voilà. Donc là, on va mettre un second membre. Alors, par exemple, je vous en propose 2. Je vous propose sinus t, j'en proposerai d'autres plus tard. Je vous propose également, exponentielle, exponentielle t, pour commencer. Alors, quelle est l'idée pour trouver une solution particulière? L'idée, c'est de prendre des fonctions avec des paramètres. Par exemple, je fais ce premier cas-là, on pourrait se dire qu'on pourrait chercher une fonction de la forme a sinus t. Alors, on va prendre un autre point de vue. On va prendre le point de vue de l'algèbre linéaire, on va prendre le point de vue des espaces vectoriels. En fait, on cherche une solution dans vect de sinus de t. On pourrait dire ça. D'accord? C'est-à-dire que donc c'est une fonction avec lambda 1 sinus t, puis on essaye de trouver a. Alors qu'est-ce qu'il faut comme dans quel espace vectoriel on va se placer? Que doit vérifier notre espace vectoriel? C'est-à-dire que doit vérifier notre forme qui est là? Eh bien, elle doit vérifier plusieurs conditions. Alors, d'abord, bon évidemment, on préfère des combinaisons linéaires. On va éviter les produits comme ça, on va éviter ça, hein. On va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Bon, donc c'est un espace vectoriel, c'est la première condition. La deuxième condition, eh bien, il faudrait que notre espace vectoriel soit ce qu'on appelle stable par la dérivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Heu, attendez, je vais un peu vite. Oui, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que ça veut dire stable par la dérivée? Ben, ça veut dire que quand je dérive, là, la forme qui est là, quand je vais la dériver, je voudrais avoir une fonction qui reste de cette forme-là. Pourquoi? Parce que là, y, je l'ai ici, puis la dérivée de y, puis la dérivée seconde. Il faudrait que cette dérivée soit de la même forme que y. Comme ça, quand je vais faire mes calculs, eh bien, je vais avoir là une certaine forme, là, je vais l'avoir la même, et là, je vais avoir la même. Ce qui fait que je vais pouvoir tout mettre ensemble et à la fin avoir une espèce de grosse expression, hein, vous vous rappelez, genre a plus b, fois, je sais pas, sinus t, plus, et cetera, fois une autre fonction, plus facteur fois une autre fonction. D'accord? C'est pour ça, je voudrais que ce soit stable par la dérivée parce que comme ça, je reste dans le même ensemble. Et puis il y a une dernière condition, qui est aussi évidemment très importante, c'est qu'il faut que, j'ai le second membre. Il faut que mon espace vectoriel, il contienne là le second membre, à savoir sinus de t ici, d'accord? Donc stable par la dérivée et contenant le second membre. Alors, je vais rajouter une condition, et ça vous allez me comprendre pourquoi. Je voudrais aussi qu'il soit le plus petit possible. C'est-à-dire en termes de dimension, la plus faible dimension possible. D'accord? C'est parce que je vais faire plusieurs exemples, c'est tout. C'est pour ça que j'ai mis un accolade. Là, j'ai prévu de faire déjà 2 exemples. La plus petite dimension possible. Voilà, je veux pas aller trop loin, je veux pas que dans mon vect, là, il y ait trop de, il y ait trop de fonctions parce que je veux pas que mes calculs soient trop compliqués. Alors, voyons avec, le premier exemple, voyons avec l'exemple avec sinus t. Alors, je veux un espace vectoriel qui contient sinus t, bon, ben, voilà, je prends vect de sinus t, pourquoi pas, hein, c'est pas compliqué. Stable par la dérivée, alors là, ça va pas. Ça va pas parce que stable par la dérivée, ben, vect de sinus t n'est pas stable par la dérivée. Quand je dis, je dérive sinus, ça donne cosinus et cosinus, c'est pas dans vect de sinus t. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre un ensemble, un espace vectoriel un peu plus gros, au lieu de prendre vect de sinus t, je vais prendre vect de sinus t cosinus t. Et donc, j'ai cherché une solution plutôt de la forme a sinus t plus b cosinus t. OK? Donc là, c'est bon, hein, mon ensemble E, il est stable par la dérivation, c'est bon. Il contient, sinus t, ça va, il est de petite dimension, il est de dimension 2, c'est correct. Et puis j'essaye avec ça. OK? Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'après, ben, j'ai y, je vais calculer y', je vais calculer y seconde, je vais avoir une espèce de grosse expression avec, des a, des b facteurs de sinus t, cosinus t, et puis je vais identifier à gauche et à droite les coefficients. Voilà, c'est l'idée générale. Ça va? Ça, je crois que vous l'aviez à peu près bien compris, ça devient assez naturellement, hein. Je vois, il y a une bonne question de Carmen, je la retiens pour après. Alors, le problème de cette méthode, c'est que parfois ça foire. Par exemple, si je prends, y seconde
moins 5y' plus 6y égale enfin, c'est pas que ça foire, c'est que parfois, je suis obligé de monter la dimension. Égale exponentielle t, et bien là, ce que je peux faire, je peux prendre dans mon deuxième cas, on va dire que ça c'était E1, mon deuxième cas, donc j'ai dit un espace vectoriel contenant le second membre, stable par la dérivation, ça tombe bien, parce que quand je dérive exponentielle t, ça fait exponentielle t, donc c'est bon. Ok, et puis je peux essayer avec ça, je fais y égale a exponentielle t, voilà, et puis je vais faire, donc y' c'est aussi a exponentielle t, y seconde c'est a exponentielle t, voilà, je mets tout là-bas, ça fait quoi? Ça fait a exponentielle t moins 5a exponentielle t plus 6a exponentielle t. Je fais mes calculs, 6 moins 5, ça fait 1, ça fait 2a exponentielle t égale exponentielle t. Ah ça a bien marché, j'ai a égale 1,5. Donc là, c'est bien, je suis content. Maintenant, je vais faire un cas où ça va pas bien se passer. Je vais faire exponentielle de 2t. Alors, si je fais exponentielle de 2t, eh bien, je sais que ça ne marchera pas parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que exponentielle de 2t, là, ça va s'annuler là-dedans. Quand je vais le mettre là-dedans, tout va s'annuler. Parce que tout simplement, exponentielle de 2t est solution de l'équation homogène, tout bêtement. D'accord? Alors ça marche pas, je vous fais pas le calcul, enfin si je vous fais le calcul, enfin non, je ne fais pas le calcul, mais je l'écris, égale 0, voilà. Si je prends y égale a exponentielle de 2t, je vais trouver que ce machin vaut 0, et je voudrais que ce soit égal à exponentielle t, j'ai un problème. D'accord? Alors le problème, c'est que justement la forme que je cherche n'est pas la bonne forme. Il me faut donc un espace vectoriel plus gros, mais qui vérifie quand même les conditions que vous avez là encore projetées. Ça doit être stable par la dérivée, ça doit quand même contenir le second membre, et ça doit être la plus petite dimension possible. Eh bien l'idée, c'est de prendre exponentielle de 2t, comme ça, et d'ajouter une autre fonction. Et l'idée la plus naturelle, eh bien, c'est d'ajouter une primitive d'exponentielle de 2t. D'accord? Là, je vais mettre ici une primitive. Alors, c'est quoi la primitive d'exponentielle de 2t? Calculons-la rapidement. Pardon. Et je retire ce que je viens de dire. Parce que la primitive d'exponentielle de 2t, c'est elle-même. Donc, je voudrais une fonction, hop, une fonction qui, quand je vais la dériver, va me donner une fonction nouvelle, quelque chose en plus, mais quand je la dérive, il faut quand même que ça me donne l'exponentielle de 2t. Et bien, l'idée la plus naturelle, c'est t exponentielle de 2t. Ok? Parce que elle, quand je la dérive, là je vais dériver, elle va me donner t exponentielle de 2t, pardon, elle va me donner, décidément, il faut que je l'écrive, la dérivée par rapport à t de t exponentielle de 2t, ça va me donner, eh bien, exponentielle de 2t plus 2t exponentielle de 2t. Ça va me donner une combinaison linéaire de ces deux trucs-là. Et donc, je reste dans le même ensemble. Et si ça ne va pas, si cet ensemble-là ne va pas non plus, eh bien, je vais encore l'augmenter. Je vais prendre vect de exponentielle de t, t exponentielle de t, t carré exponentielle de t. Et je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et peut-être que ça ne marchera jamais. Peut-être que je fais complètement fausse route, mais en général, quand j'ai une forme qui est comme ça, alors on peut le démontrer, hein, je ne le démontre pas, mais on peut le démontrer. Quand le second membre est de la forme polynôme fois exponentielle, eh bien je peux essayer ici une forme polynôme fois exponentielle en montant le polynôme. Alors je ne sais pas si ça vous a aidé à comprendre, c'est un peu, j'ai dégagé les principes généraux. Je vous rappelle qu'on doit vous aider, hein, on doit vous donner des indications pour trouver la forme. Alors, Carmen me demande, est-ce que la résolution de l'équation homogène peut aider pour trouver la solution particulière? Oui, ça peut. Néanmoins, j'évite de vous donner ce genre d'indication parce que ce n'est pas très utile. Alors, il y a deux choses à dire. Je reviens sur mon exemple. Voilà, avec exponentielle de 2t. Alors ici, si je résous le système, vous pourrez le faire si vous voulez. Si je résous l'équation homogène, pardon, hop. Si je résous l'équation homogène, je trouve ça. Voilà. Alors, il y a une méthode similaire à la méthode de variation de la constante, mais que franchement, je ne vous enseigne pas parce qu'elle n'est pas simple du tout à utiliser. Il y a également, c'était au programme il y a quelque temps, mais on l'a enlevé, puis heureusement parce que c'est vraiment la plaie ce truc. Il y a également il y a une sorte de règle, on vous pourrait dire pour la solution particulière. On vous disait avant de la chercher sous la forme P de t exponentielle de 2t,
avec P une fonction polynôme. Voilà. Et puis, puisque 2 est racine, je réponds à la question de Carmen, hein, puisque 2 est racine de l'équation caractéristique, ou puisque, une autre façon de le dire, exponentielle de 2t est solution de l'équation homogène, eh bien on peut prédire le degré de P. Il y a des règles. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Pourquoi c'est pas très intéressant? Eh bien parce que c'est une simple réflexion sur le degré. Alors maintenant, je vais parler du degré des polynômes. Ça va répondre à une question qu'on m'a posée. Parlons du degré des polynômes. Donc la réponse à la question de Carmen, c'est oui, ça peut aider, mais je vous apprends pas les règles parce que c'est pas, c'est plein de cas particuliers en fait. Et c'est pas très intéressant. Je préfère un principe général. Parlons des degrés des polynômes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais prendre deux polynômes, un polynôme de degré 4. Voilà. On en a un petit peu besoin aujourd'hui. J'en prends un autre. Je vais le prendre de degré 3. On va noter là le degré de P, ça se note comme ça, hein, avec cette petite notation D avec un 0. Donc là, le degré de P, c'est 4 et le degré de Q, c'est 3. Voilà. Et puis, on va faire des réflexions sur, on va réfléchir un petit peu sur est-ce que je peux prédire le degré. Alors, est-ce que je peux prédire le degré de 4P? De tête, sans faire de calcul, sans calculer 4P. Oui, je pense que vous voyez tout ce que ça fait encore 4, d'accord? Parce que 4P, quand je vais le calculer, là, je vais avoir 16x4, et puis c'est lui, le degré, c'est ce terme-là qui le donne. Hein, le degré, je vous rappelle, c'est la puissance, la plus grande puissance qui apparaît, hein, d'accord? Là, la plus grande puissance, c'est 4, là, la plus grande puissance, c'est 3. Je peux également prédire que le degré du produit de P fois Q, ce sera, si vous voulez, le degré de P fois Q, 7, hein, c'est assez simple, parce que vous voyez que quand vous allez faire le produit, le plus grand degré, la plus grosse puissance que vous allez avoir, ça va être le produit de ce terme-là, hein, le produit de ce terme-là par ce terme-là. C'est ça qui va donner la plus grande puissance. Là, ça va donner une puissance 7, alors que là, si je multiplie lui par lui, c'est une puissance 6, là une puissance 5, là une puissance 4, donc c'est plus petit. Je veux le plus grand, la plus grande puissance. Donc là, je peux prédire sans me fatiguer que c'est 7. Alors, bizarrement, le plus compliqué, pour une fois, une fois n'est pas coutume, c'est la somme. Si je fais la somme de P et de Q, je vois bien que ce qui va se passer, c'est que lui, là, le 4x4, il va être additionné à rien, et donc il va se retrouver dans la somme. Eux, ils vont s'additionner, eux, ils vont s'additionner, enfin pardon, lui avec lui, etc., etc. Donc les autres vont s'additionner éventuellement entre eux, mais lui, il va s'additionner avec personne, donc il va rester intact. Et donc je peux prédire que le degré de P plus Q, ici, ce sera 4. OK? Alors là où c'est difficile, c'est que parfois, il peut se passer une mauvaise surprise. Voilà. Hop. Et là, si je fais le degré de P plus Q, pardon, le degré de P plus R, est-ce que vous voyez ce que ça donne? Le degré de P plus R. Non, c'est pas 3. Ouais, c'est 2. C'est 2 parce que regardez, si je fais P plus R, ce terme se simplifie avec celui-ci, celui-là aussi. Et donc, il faut que j'aille chercher ce terme-là qui va se simplifier avec personne, et c'est lui, c'est ce terme-là qui, dans la somme, va me donner le degré. D'accord? Et donc là, le degré, c'est 2. C'est un peu dommage. En fait, le problème, c'est que le degré d'un produit de polynôme ne me pose jamais de problème. Là, si je fais P fois R, le degré, c'est facile, hein, ça va être 8. Il n'y a aucun souci. Parce que ce qui se passe, c'est que je vais multiplier deux termes, et donc le coefficient ne va pas s'annuler, alors que quand j'additionne, le coefficient de vente peut s'annuler. Alors, ce qu'on dit, on retient la chose suivante. Quand je fais la somme de polynômes de degrés différents, le différent ici est très très important. Hein, ça, c'est vraiment, je vais le souligner tout de suite, parce que ça, c'est vraiment important. Eh bien, on va dire que le polynôme de plus haut degré
le polynôme, enfin le polynôme de plus haut degré. Hein, j'utilise une expression, c'est impose le degré. C'est-à-dire que la somme va être, en termes plus mathématiques, si degré de P est supérieur ou égal à degré, pardon, pas supérieur ou égal, strictement plus grand. Si degré de P est strictement plus grand que degré de Q, eh bien alors le degré de P plus Q, c'est égal au degré de P. Et s'ils ne sont pas de degrés différents, s'ils sont de degrés égaux, eh ben, je ne peux rien dire. Il faut que je fasse le calcul, il faut vraiment que j'aille regarder ce qui se passe. Alors, Chloé, je ne sais pas si j'ai vu que vous étiez déconnectée. Non, elle est à nouveau là. Est-ce que ça répond? Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux? Et maintenant, je voudrais faire un exemple. C'est vraiment, pour tout le monde, hein, c'est vraiment un... C'est pas très difficile, mais c'est vraiment à comprendre. Ça vous sera très très utile. Il y a tout un chapitre sur les degrés qui n'est pas le chapitre du siècle, hein, qui n'est pas extrêmement difficile, mais il y a quelques points qui sont vachement, qui résistent un peu quand même, hein, d'accord? Alors, en guise d'application, je vous propose de regarder l'exercice 19, une question de l'exercice 19. Eh ben, je vous propose de regarder la question 1, voilà, pourquoi pas. Donc, exercice 19, question 1. Alors, je la recopie. Y seconde plus y prime moins 6y égale x exponentielle x, voilà. Donc, je commence par l'équation homogène. Voilà. Je note son équation caractéristique. x2 plus x moins 6 égale 0. Là, je vais avoir besoin d'un petit discriminant. B2 moins 4ac, ça fait 25. C'est 5 au carré. Voilà. Donc, j'ai comme racine... J'ai lambda 1, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2. Donc là, ça me fait moins 2. Et lambda 2, bah, ça va faire 3. Voilà. Ok, donc y est la forme grand A exponentielle moins 2x plus grand B exponentielle 3x avec A et B appartenant à R2. Voilà. Alors, maintenant, on recherche une solution particulière. Donc, on va la chercher sous la forme y de x égale. Alors ici, ce qui se passe, c'est que vous voyez, j'ai un polynôme multiplié par exponentielle x. Donc mon idée, c'est de chercher une solution de la même forme. P de x exponentielle x avec P une fonction polynôme. Égale, pardon, avec, excusez-moi, hop. C'est pas moins 1, moins 5? Je suis trompé? Ah oui, j'ai fait une erreur. C'est moins B, donc c'est moins 3 ici. J'aurais dû vérifier. Et 2. Moi, je trouve moins 3 et 2. Ouais. Pardon. J'aurais dû vérifier. C'est pas bien. Là, je vérifie, du coup, ça marche. Alors, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien, juste une remarque en passant, hein, c'est pas très important, mais c'est pour vous montrer que je suis bien dans ce que je vous ai expliqué. Quand je fais P de x exponentielle x, qu'est-ce que je fais? P de x exponentielle x, c'est donc an x puissance n, plus an-1, là je suis en train d'écrire mon polynôme, x puissance n-1, plus etc., plus a1x plus a0, le tout multiplié par exponentielle x, comme ça. D'accord? Et je suis bien dans le cadre que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai bien une combinaison linéaire de fonctions, de celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, stable par la dérivation, parce que si je dérive, je vais garder cette forme-là. Hein. Lui, quand je vais le dériver, il va donner des polynômes, lui aussi, lui aussi.
toujours multiplié par exponentielle x. Donc je suis bien dans le cadre de ce que j'ai dit. Par contre, là où je suis pas terrible, c'est que le degré a l'air infernal, là. Il faudrait que j'arrive à préciser le degré de P, comme ça, j'ai la plus petite forme possible et j'ai le moins de coefficients possible. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Ce que je vais faire, bah, pour cela, je vais simplement dériver y, d'accord? Donc y' de x, hein, c'est p' de x exponentielle x plus p de x exponentielle x. Voilà, hop. Et y seconde de x, ça va me donner p seconde de x exponentielle x. Bon, je fais le calcul un peu de tête, hein, plus de p' de x exponentielle x plus p de x exponentielle x. Voilà. Et quand je mets tout ça dans mon équation, ça va me donner p seconde, alors j'y vais, plus 2p' plus p, ça c'est pour y seconde, plus p' plus p, ça c'est pour y', moins 6p, ça c'est pour y. Le tout facteur de exponentielle x, et ça c'est censé être égal à x exponentielle x. Voilà, d'accord? Je mets un petit peu d'ordre là-dedans, et je commence à discuter le degré de p parce que j'ai intérêt. Voilà. L'exponentielle se simplifie. Comme ça. Et donc j'ai ça. Est-ce que vous pouvez me prédire le degré de P? Une seule personne pense que c'est 1. À Milan, il est parti sur un degré 3. Wow, 2. Alors, Milan, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi vous pensez que le degré c'est 3. Vous n'avez pas dit ça par hasard, ça m'étonnerait. Vous pouvez me dire pourquoi vous pensez que le degré c'est 3, Milan? Non, c'est 1. Ah, Alexis vient de changer d'avis. Oui, mais en fait, bah, vous vous êtes trompé, vous n'avez pas regardé la bonne direction. Pourquoi? Eh bien parce que lui, il est de degré inférieur au degré de P. Strictement plus petit, parce que j'ai dérivé. Lui aussi. Donc là, comme j'ai une somme de polynômes, eh bien c'est lui qui impose le degré. Parce que c'est lui qui est le degré le plus important. D'accord? Donc là, lui, là, je veux que l'ensemble, ce que j'ai entouré ici, soit de degré 1. Donc comme c'est lui qui impose le degré, bah, c'est lui qui doit être de degré 1. J'ai pas le choix. OK? Ce qui se passe, une autre façon de le dire, c'est que si vous prenez P de degré 3, tout ça va être de degré 3, ça pourrait jamais être égal à x. Donc vous n'avez pas regardé le bon côté, en fait. Vous avez regardé le polynôme de plus petit degré, alors qu'en fait, il fallait regarder le polynôme de plus grand degré, parce que j'ai une somme, et c'est le polynôme de plus grand degré qui impose le degré. Donc si degré de P égale 1, je vais chercher P de x sous la forme ax plus b. Et maintenant, c'est très facile à faire, hein. Je vais avoir P' de x qui est égal à A, P seconde, en fait, qui vaut 0. Donc en fait, P seconde, on s'en fiche un peu. Et tout ça va me faire 3A moins 4b moins 4ax égale x. Par identification des coefficients, ça me fait moins 4a égale 1 et 3a moins 4b égale 0. Voilà, je finis. A égale moins 1 quart. B égale 3 quarts de A, c'est-à-dire moins 3 16e. Voilà. Et j'ai ma solution particulière maintenant. Y de x est égal à moins 1 quart de x, moins 3 16e de rien du tout, exponentielle de x. Et voilà. J'espère que vous saurez le faire chez vous, parce qu'il y a plein de choses utiles. C'est un exercice qui utilise plein de choses de plein de moments de l'année. Comment j'ai trouvé 1? Quel 1? Ah, ce 1-là? Ben, c'est le coefficient devant x. Ça, c'est 1 fois x plus 0. Donc j'identifie les coefficients. Lui, il est là.
c'est le degré peut-être? Ah, pour le degré? Alors je réexplique. C'est marrant comme ça passe pas le degré, hein. Je vous en veux pas, hein, chaque année c'est pareil. Mais posez-moi des questions, à la fin j'arriverai à comprendre ce qui passe pas et j'arriverai à bien l'expliquer. Donc ça m'intéresse. Alors je répète, encore une fois, lui là, ça c'est de degré 1. Je pense que vous êtes d'accord? La puissance c'est 1 là, hein, voilà. Lui c'est de degré 1. Lui là, c'est une somme de polynômes de degrés différents, parce que lui il est de degré strictement plus petit que degré de P, lui aussi. Donc c'est lui qui est le plus haut degré de la somme. Et dans une somme, c'est polynôme de, avec ou dans une somme de polynômes de degrés différents, c'est celui qui est de plus haut degré qui impose le degré. Donc c'est lui. Donc j'ai P qui est de degré 1. Et voilà, c'est tout. Qui doit être de degré 1 pour que j'ai une solution. Ça va, Lina? Ok, bon. Vous me redemandez, hein, je réexplique, ça ne me dérange pas. Je veux savoir ce qui passe pas. Est-ce que... Alors, vous m'avez... attendez, je regarde les questions qu'on m'a posées, je remets, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je me souviens plus des questions. Donc, la question 3 de l'exercice 16, donc ça, on va dire que le 19, j'en ai parlé, on en reparlera demain si vous voulez. Je fais la question 3 de l'exercice 16, puisqu'on me l'a demandé. Alors, ah oui, une bonne question, très intéressante, très très bien. Alors, exercice 16, question 3. Alors, c'est 4y secondes plus 4y prime plus y égale cosinus de 2t. Alors, on est parti. 4y secondes plus 4y prime plus y égale 0, équation homogène. D'abord, l'équation caractéristique. J'espère que vous savez bien rédiger tout ça, parce que là, je ne rédige pas du tout, je fais que des calculs. Hein. De discriminant B2 moins 4AC, donc 16 moins 16, 0. Tout va bien, la vie est belle. Oui, bah, je bête. Ça fait un demi, bien sûr, la seule racine. Hein. Donc une seule racine, un demi. Voilà. Un demi, moins un demi, Paul. Hop. Moins un demi, hein, l'unique racine. J'aurais dû remarquer, c'est une note remarquable. C'est 2x plus 1 carré. Voilà, donc y de x est égal à ax plus b, donc grand AX. Alors attendez, je ne vais pas mettre x, excusez-moi, parce que c'est t là, dans l'exercice c'est un t, il faut que je mette t. Y de t égale at plus b, exponentielle de moins 1 demi de t. Voilà. Et d'un deuxième temps, eh bien cherchons une solution de la forme. Quelqu'un a une idée? Alors, Marine, est-ce qu'on peut directement dire qu'on cherche y de la forme... Marine, est-ce que vous parlez de l'équation homogène? Ah non, pardon. Excusez-moi, vous parliez de l'exercice précédent, je viens de comprendre. Oui, bien sûr, vous pouvez. Vous pouvez toujours dire, que vous cherchez une solution de telle forme. Il n'y a aucun souci, aucun souci, d'accord? Après, ça peut ne pas marcher. Et il faut comprendre que si ça ne marche pas, c'est parce que vous avez fait un mauvais choix. Donc, il ne faut pas être perdu parce que ça ne marche pas. D'accord? Il y a un moment donné, on fait un pari. Alors, A sinus t plus B cosinus t, non, ça, c'est pas une bonne idée. Vous voyez bien qu'ici, c'est du cosinus de t. J'aurai jamais un cosinus t égale un cosinus de t. Ça va pas coller, hein, d'accord? Et Kylian me propose directement une solution. J'espère que c'est la bonne. Vous avez oublié de mettre des coefficients, Kylian, mais sinon, c'est la bonne idée. Hein. On va faire, évidemment, on va chercher donc solution particulière. On va la chercher sous la forme A cos de t plus B sinus de t. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Une forme stable par la dérivation. Là, quand je dérive un cos, ça donne un sin. Quand je dérive un sin, ça donne un cos. Qui contient le second membre, qui contient cosinus de t, et qui soit de degré assez bas. Bon, là, j'ai de dimension assez basse.
Là, c'est dimension 2, bon, c'est pas mal, hein, on y va. Pourquoi pas, hein? Heu, Si ça marche pas, je vous montrerai, mais a priori ça va marcher. Allez, c'est parti, on dérive. Donc moins 2a sinus de 2t, plus 2b cosinus de 2t. Voilà, y seconde de t, c'est, donc ici moins 4a cosinus de 2t, moins 4b sinus de 2t. Voilà. Et ben, je dois mettre ça dans y seconde. Alors, attendez, non, dans 4y seconde plus 4y prime plus y. Alors, je vais faire un peu le calcul de tête, je vais aller un peu vite. Voilà, je vais avoir un truc facteur de cosinus de 2t, un truc facteur de sinus de 2t, comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai devant cosinus de 2t? J'ai lui là, le a de y, voilà. J'ai 2b de y prime multiplié par 4. Et j'ai le moins 4a de y seconde multiplié par 4. Voilà. Devant sinus de 2t, j'ai b. J'ai moins 2a multiplié par 4, donc ça fait moins 8a. Et j'ai moins 4b multiplié par 4, ça fait moins 16b. Voilà. J'ai pas fait la somme, comme ça je le garde, je me souviens d'où ça vient, et si j'ai fait une erreur, je pourrais corriger. Et ça, c'est censé être égal à cosinus de 2t. Donc j'identifie les coefficients, hein. Hop. Coefficient devant cos de t, ben, ici c'est 8b, c'est moins 15a plus 8b, et ça doit être égal à 1. Et de l'autre côté, c'est moins 8a moins 15b, et ça doit être égal à 0. Et voilà. J'ai plus qu'à résoudre mon petit système. Ah, super, j'ai les 15. Le bonheur. Allez, une fois n'est pas coutume, une substitution. B égale 8 moins 8 quinzième de A. Et moins 15A 8 fois 8, 64 quinzième de B, de A, pardon, égale 1. Alors, 15 fois 15. 15 fois 15, c'est une bonne question. Ça fait 225, c'est ça? Ça fait moins 225 moins 64 sur 15. Je vous assure que j'ai pas utilisé mon ordi, hein. Voilà. Et ça me fait A égale moins 15 sur... Alors là, il y en a 9. Là, il y en a 8. Bah, c'est facile. Voilà. Et puis A, pardon, et puis B, bah, B c'est facile. B, ça va me donner 8 289e. Je ne vous garantis pas le résultat. Regardez ça. Voilà. Alors, je vais scroller, vérifier que j'ai répondu à toutes les questions. Si j'ai répondu à toutes les questions, moi, il y a une ou deux choses que je voudrais faire. Quand même. Quand même. Allez, je vais voir les questions, je reviens tout de suite là-dessus. Alors, comment trouver la forme de solution particulière? J'y ai répondu. Le degré du polynôme, j'y ai répondu. L'exercice 30, ah, il faudrait expliquer. Oui, très bien. Shana, c'est bon? Ah bah, très bien, je suis content. Donc l'exercice 30, c'est fait. Très bien, bonne nouvelle. J'ai plein d'autres exercices, mais il y en a un que je voudrais qu'on fasse en particulier. Alors attention, à la limite, vous pourriez le mettre dans le cours si vous voulez, ou
là, il y a un élément qui est important, il y a un élément que vous devez comprendre. Je ne vais pas vous présenter de façon, théorique, je vais vous présenter de façon pratique, mais attention, c'est à réviser. Donc à la limite, si vous avez votre cours sous les yeux, vous pouvez mettre cet exercice dans le cours, parce que ça va illustrer un point qui est assez intéressant. Je vais faire la première question de l'exercice 17. Donc, la résolution, c'est y seconde moins 2y prime plus y égale t carré plus exponentielle de 2t. Alors vous voyez, ce qu'il y a de particulier dans ce second membre, c'est que c'est un mélange de deux éléments du cours. On a un second membre qui est polynomial et un second membre qui est exponentiel. On a un mélange des deux. Alors comment on va faire? Alors je pense que vous devinez déjà, mais comme je vous ai dit qu'on va le mettre dans le cours, je vais commencer par bien rédiger. Alors, résolvons déjà l'équation homogène. Y seconde moins 2y prime plus y égale 0, d'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est x2 moins 2x plus 1 égale 0. Alors tout le monde reconnaît du premier coup une belle identité remarquable. Hein, voilà, une seule racine, 1. Voilà. Et donc du coup, hein, donc j'ai une solution particulière de la forme y de, alors c'est t ou x, c'est t, y de t égale at plus b exponentielle t. Voilà, avec a et b appartenant à R2. Alors ça, c'était la partie facile, hein, il n'y a rien de nouveau. Alors maintenant, venons à la solution particulière. Cherchons une solution particulière de l'équation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un principe que vous avez peut-être déjà rencontré en physique, et si vous ne l'avez pas rencontré, eh bien ça ne saurait tarder, et qui est aussi un peu un principe de maths. Vous allez voir pourquoi je trouve que c'est un principe de maths. Alors l'idée, c'est qu'on sait trouver une solution de ça. Voilà. Vous allez voir pourquoi je l'appelle 1. On sait trouver une solution de ça. C'est une méthode qui est quelque part dans le cours. Je vais l'appeler Y1. Je sais faire. Je sais en trouver une autre qui vérifie la même chose, mais avec le second membre exponentiel t. Donc c'est Y seconde 2 moins 2y prime 2 plus y2 qui est égal à exponentielle t. Et je pense que vous me voyez venir. J'espère que ça vous semble totalement évident, parce qu'avec tout le bazar que je vous fais sur l'algèbre linéaire, les équations différentielles, etc., eh bien l'idée, bien sûr, maintenant, c'est de faire la somme. Je vais avoir y1 plus y2 dérivée seconde, moins 2 y1 plus y2 dérivée, plus y1 plus y2 égale t carré plus exponentielle t. Ben oui, parce que là, quand je fais la somme ici de ces deux-là, ça fait exponentielle. Ah, c'est exponentielle de 2t. Oui, pardon, merci. Heureusement, parce que sinon j'étais un peu embêté pour la suite. Voilà. Alors, donc quand je fais la somme là, des dérivées secondes, eh ben, ça fait la dérivée seconde de la somme. Quand je fais la somme des dérivées, ben, ça fait la dérivée de la somme. Et là, quand je fais la somme, ça fait la somme. D'accord? Donc là, je cherche une solution particulière d'une équation plus simple, une solution particulière d'une autre équation plus simple, et ça me donne, en faisant la somme, hein, donc y1 plus y2, et une solution cherchée. Eh bien, le principe que nous venons d'appliquer, ça s'appelle le principe de superposition. En physique, il est très utile parce qu'il dit que si vous excitez un système avec de deux façons, une fois en t carré, une fois en exponentielle de t, eh bien la réponse de votre système, pourvu que le système soit linéaire, la réponse de votre système, ça va être la réponse à t carré plus la réponse à exponentielle de t. Les deux réponses vont en fait s'additionner, donc se superposer. Il y a une condition très forte, c'est qu'il faut que votre équation différentielle ici soit linéaire.
pour ça qu'on aime beaucoup les équations linéaires, en physique. Bien, et ben, il n'y a plus qu'à trouver Y1, il n'y a plus qu'à trouver Y2. On y va, recherche de Y1, sous quelle forme? Soyez précis. Sous quelle forme je cherchais Y1? Je vous rappelle, il est là, Y1. Polynôme, oh, trop bien. Je crois que vous comprenez tout. Vous êtes trop fort. Effectivement, un polynôme, parce que là j'ai un polynôme de degré 2, parce que ce truc-là va être de degré de y, et je veux que ce soit égal à 2. Bien, très bien. Y1 de t sous la forme at carré plus bt plus c. Vous voyez, je réponds, j'utilise un peu la réponse à la question de Marine tout à l'heure. Elle me dit: «Est-ce qu'on peut mettre directement sous la forme machin?» Bah oui, regardez, c'est ce que je viens de faire. Directement, allez hop, boum. Et si on me demande pourquoi, parce que je suis à l'oral, je suis capable de l'expliquer. Mais on n'est pas obligé de me demander pourquoi, parce que on peut très bien dire: «Bah allez-y». Voilà, je dérive. 2 fois. Je mets dans mon équation différentielle. Alors 2a moins 2b moins 4at plus c plus bt plus at carré. Ça, c'est censé être égal à t carré, voilà. Donc j'identifie tout de suite, hein. Devant t carré, c'est a d'un côté, c'est 1 de l'autre. Devant t, c'est moins 4a plus b, ça doit être égal à 0. Et enfin, 2a moins 2b plus c, ça doit être égal à 0. Voilà. Ça me fait a égale 1, b égale 4, et c égale moins 2 plus 8, c'est-à-dire 6. Voilà. Donc y1 de t est égal à t carré plus 4t plus 6. Voilà. Hop, petit scroll, je remets, vous inquiétez pas. Et maintenant, je recherche y2. Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée alors? X carré exponentielle de t pour Morgane. Ah, carrément 2 exponentielles de t pour Alix qui a tout calculé de tête. Je vois pas trop pourquoi vous mettez un x carré. C'est marrant. Moi, je veux bien mettre un exponentiel de t. Hop. Je veux bien mettre un exponentiel de t. Bon, donc un grand A devant. Donc y seconde moins 2y prime plus y. Bon, attendez, permettez, là, je vais le faire vraiment de tête. Ça fait 4a exponentielle de 2t moins 2 fois 2a exponentielle de 2t plus grand A exponentielle de 2t. Ça c'est censé être égal à exponentielle de 2t. Ça marche bien, hein. Ça simplifie effectivement, mais là, il n'y a pas de souci. Bah, je vais prendre a égale 1, vous voyez, ça marche bien, hein. Alors Alix, je sais pas, le 2 là, vous m'avez mis, c'est juste que vous l'avez calculé de tête et vous avez fait une erreur de calcul, c'est ça? Le 2 exponentielle de t, Alix, quand vous me dites ça? Ou vous pensiez vraiment que ça marchait? Bon, écoutez, bref, moi je trouve ça, hein. Alors c'était y2, et donc j'ai donc y2 de t qui est égal à bah, exponentielle de 2t, c'est facile. Ainsi, le y que je cherche, c'est la somme des deux. Et d'accord, bon. En fait, vous avez cherché trop compliqué là, pour les réponses qu'on m'a données. Hein, l'idée, si vous voulez, c'est vraiment, d'essayer le plus simple, vraiment, d'essayer le plus simple possible, de l'essayer vraiment.
Je sais que vous aimez pas en général faire un calcul et qu'il marche pas, ça c'est un truc que vous aimez pas du tout, mais on perd pas son temps quand on fait un calcul et qu'il ne marche pas, parce qu'après on peut l'analyser le calcul. Si ça marche pas parce que tout s'annule, eh bien on sait pourquoi, on sait que là on a pris un degré trop faible. C'est pas mal, d'accord? Vous aimez pas parce que quand un calcul ne marche pas, vous savez pas si il ne marche pas ou si c'est vous qui avez fait une erreur de calcul. Donc vous voulez des règles de calcul au départ, mais parfois, c'est bien de pas avoir de règles, hein. Surtout que là, c'est quand même un calcul vraiment très simple, c'est difficile de se tromper. Voilà, et finalement les solutions, donc je reviens à mon équation différentielle qu'on me demande de résoudre. Donc c'est AT plus B exponentielle T, solution de l'équation homogène, plus une solution particulière. Voilà, avec A et B, 2 coefficients à déterminer, on va dire avec des conditions initiales s'il y en a, un jour. Voilà, je voulais vous montrer ça et il y avait autre chose que je voulais peut-être vous montrer, mais maintenant je crois que nous l'avons déjà fait. Oui, d'accord, nous l'avons déjà fait effectivement, oui, c'est le principe de superposition. Je remets la fin. Je remets la fin. N alors, nous l'avons déjà fait, mais je crois que j'ai pas fait les paddies. Je sais pas si vous avez votre poly, sous les yeux. Je n'ai pas parlé du tout dernier théorème du chapitre. C'est le théorème 3,3, vous l'avez sous les yeux. Le problème de Cauchy associé à une équation linéaire du second ordre à coefficient constant admet une unique solution. Nous l'avons déjà fait, nous avons déjà vu pourquoi. Je vous rappelle que le problème de Cauchy, vous pouvez le noter. Je le note ici parce que je vais pas ouvrir un nouveau truc pour ça, hein. Ici, le problème de Cauchy, ce serait de donner la valeur de y en un point et la valeur de la dérivée de y en un point. C'est ça le problème de Cauchy, d'accord? Et il admet une unique solution, ben, c'est parce qu'en fait, vous avez alors, pourquoi il admet une unique solution? Bah, parce que ça va vous faire 2 équations, OK? À 2 inconnus qui sont grand A et grand B, là, avec l'exemple que j'ai sous les yeux, mais bon, c'est toujours de cette forme-là, hein. Toutes les solutions ont toujours grand A fois quelque chose, plus grand B fois quelque chose, plus une fonction, connue. Voilà. Donc le dernier théorème 3,3, eh bien, c'est le problème de Cauchy admet une unique solution, on peut s'en douter. Je ne le démontre pas, et nous avons fait déjà un exercice dessus. C'est l'exercice 12 que nous avions cherché, c'était le tout premier exercice que nous avons cherché. On peut faire la même chose avec la multiplication. Vous parlez de la multiplication de quoi, Manon? Oui, d'accord. Avec la multiplication pour le principe de superposition. Eh bien, on aimerait bien. Je peux vous assurer qu'on aimerait bien, et on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Alors, il me reste juste 10 minutes. Je vais vous proposer, vous avez encore plein de choses à faire. Ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez pour demain, soit vous avez vraiment besoin de vous entraîner, vous faites des exercices très simples, mais ce que j'aimerais plutôt, c'est que vous fassiez un des exercices, marqués exercice de concours. Je vous propose de chercher le 44. Voilà, d'accord? Pour demain. Si vous faites autre chose, on corrigera autre chose. Moi, ça m'ira très bien. De toute façon, demain, on passe encore la séance à corriger des exercices, hein, parce que je veux être sûr que tout le monde en ait fait, c'est surtout pour ça. Ceux qui en ont déjà fait plein, ça va les ennuyer, mais ça les entraîne. Et puis, on pourra corriger un autre. Par exemple, vous avez été nombreux à me demander l'exercice 19, donc on pourra corriger le 19 aussi, si vous voulez. Mais chercher le 44, ce serait sympa. Et pour vous aider un petit peu dans le 44, je vais vous faire le début de l'exercice, ça y est, je l'ai perdu, de l'exercice 21. Alors, il est bizarre cet exercice, hein, a priori. On vous dit alors, ben, il y en a plein, hein, il y en a plein que j'ai encore noté là. Excusez-moi, je reviens, désolé pour le scrolling intempestif. Là, vous voyez, il y avait le 16 qu'on n'a pas terminé.
Il y a le 20 aussi, qui est pas mal, qui est pas simple, enfin qui ça dépend des questions, mais parfois c'est un peu compliqué, hein, la fin du 20, ça demande un peu de travail. Et sinon, bah, à peu près tous les exercices de la page 2. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, vous pouvez piocher un peu, en faire un par-ci, un par-là, si vous voulez. À chaque fois, c'est des équations du second ordre avec des seconds membres différents. Ah oui, ou alors un intermédiaire. Je vous promets qu'il est pas aussi difficile qu'il en a l'air, si vous savez bien le prendre, c'est l'exercice 24. Il faut être un petit peu avoir une idée, prendre un peu d'initiative au début, une petite prise d'initiative au départ, et puis une fois que vous avez pris, une fois que vous avez accepté de prendre un peu d'initiative, après il est pas dur. En termes calculatoires, il est pas dur. Alors j'étais en train de dire que je voulais regarder l'exercice 21. Alors, la question est posée bizarrement. On vous dit: «Trouvez toutes les applications f définies et continues, telles que pour tout x appartenant à R, x f de x est égal à 3 fois l'intégrale de 0 à x de f de t dt». Alors vous avez, de nombreuses façons de voir les choses, mais pour moi, il y en a une qui est absolument, transparente, complètement évidente. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que cette intégrale qui apparaît là, elle n'est pas du tout embêtante. Ça, ça c'est une primitive de petit f. Vous reconnaissez sur le cours de l'intégrale, c'est l'intégrale de 0 à x de f, donc c'est la primitive de petit f qui s'annule en 0. Donc ce qu'on a envie de faire avec cette équation-là, c'est juste de la dériver. Pourquoi? Parce que quand je dériverai ce truc-là, quand je vais le dériver, il va donner f. Donc ça va disparaître. L'autre côté va donner du f', ça me donne une équation différentielle, et je sais résoudre les équations différentielles. Alors avant de dériver, je vais faire une première remarque. Remarque, si f est solution de ce truc-là, et bien forcément, comme f de x va être égal à, alors, quel que soit x appartenant à R étoile, f de x égale 1 sur x 3 fois l'intégrale de 0 à x de f. Donc f est dérivable sur R étoile. Voilà, ok. Donc comme composé de fonctions dérivables, hein, parce que là l'intégrale c'est une primitive et l'autre. Donc je vais pouvoir dériver sur R étoile. Ah, j'avais mal lu. Ok. Et donc du coup c'est voilà. Donc je vais pouvoir dériver sur R étoile et résoudre ça sur R étoile. Et en 0, alors en 0, la fonction est également dérivable. Je vais le faire. Alors ça, c'est vraiment le truc prof de maths, hein. Moi, je veux pas laisser un point comme ça, mais si vous le faites pas, vous faites une petite erreur, mais ça vous empêche pas d'avancer dans l'exercice, hein. Alors en 0, ce qui se passe, c'est que vous avez 2x f de x, hein, qui est égal à grand f de x moins grand f de 0 fois 3, pardon, je sais pas pourquoi j'ai voulu le dériver. Voilà, fois 3. C'est-à-dire que vous avez f de x, hein, qui est égal à grand f de x moins grand f de 0 sur... qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi, je suis en train de faire n'importe quoi. En 0, je sais pas. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Et ben en 0, j'ai un problème. Et ben c'est pas grave. Je vais donc en 0, je sais pas si la fonction f est dérivable, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais dériver sur R étoile. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? On y va, on dérive. Je vais avoir 2f de x plus x f' de x est égal à 3 f de x. Et voilà, c'est fini. Donc j'ai comme équation différentielle x f' de x moins f de x est égal à 0. Ok? Alors j'ai mal rédigé. C'est très mal rédigé. Je vais changer un petit peu ça. Donc f solution de E implique ça sur R étoile et je mets en dérive. Comme ça, c'est mieux rédigé. Ok? Et donc maintenant, j'ai une équation différentielle à résoudre. Alors, en fait, la vraie difficulté de l'exercice maintenant,
C'est que j'ai dérivé que sur R étoile et on me demande une solution sur R. Bon, très bien. Heu et l'autre des difficultés de l'exercice est un peu cachée, elle est ici, c'est que, là, j'ai la s f et solution de E implique cette équation-là, mais j'ai une réciproque à faire. Donc j'ai 2 problèmes, hein, que je vais devoir gérer, 2 problèmes. En 0, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et puis j'ai une réciproque à faire. Mais en termes calculatoires, je voulais vous montrer, c'est pour ça que je fais cet exercice-là, je voulais vous montrer qu'on se ramène en fait à une équation du premier ordre. Voilà, c'est tout. C'est pas très difficile. Je vais la rédi je vais avancer mon calcul. Donc cette équation s'écrit aussi f' de x moins 1 sur x, f de x égale 0. Sur R étoile, donc là où x est non nul, c'est très bien, mais ça, je ne sais pas résoudre ça sur R étoile, je sais résoudre que sur un intervalle. Donc je vais commencer par, donc ça c'est sur R étoile, et pour la résolution, je vais devoir me placer sur un intervalle, donc je vais commencer par 0 plus l'infini. Vous connaissez, j'espère, par cœur votre cours, même si c'était au début de la semaine dernière. Donc ça va me faire du grand C exponentielle de moins a de x, avec petit a de x qui est égal à moins 1 sur x. Donc grand A de x, une des primitives, par exemple, moins log de x. Voilà, très bien. Et donc là, ça fait C exponentielle de log de x, donc tout simplement C fois x. OK? Ça, c'était sur 0 plus l'infini. Je vais noter ça C1. Sur moins l'infini, 0. Eh bien, f de x est égal à, alors, bah, c'est à peu près le même calcul, sauf qu'attention, tenez d'ailleurs je l'ai mal écrit, une primitive de moins 1 sur x, c'est moins log de valeur absolue de x, donc là c'est une valeur absolue, ok. Bah là, heureusement que c'est une valeur absolue, parce que sinon je serais un peu embêté sur R-, et donc ça me fait C2 valeur absolue de x. Tenez, je vais mettre une valeur absolue ici, ça mange pas de pain, comme ça c'est la même forme, c'est plus joli.